sur les phénolix que nous mettons en place avec notre partenaire ETS. Donc cette mise en place est l'exemple parfait de la bonne collaboration que nous mettons en place avec ETS aux États-Unis, puisque notre objectif à travers ce partenariat, c'était de pouvoir innover, c'était de pouvoir déployer des solutions pertinentes, c'est pouvoir avoir une vision globale, mais des outils qui permettent de se déployer sur le terrain. Et je crois que Phenolix est exactement le bon exemple sur ce sujet-là. Ça fait, je vais attaquer moi ma 28e vinification, et en tant qu'œnologue conseil, il y a toujours trois grandes questions qui sont systématiquement posées lors des campagnes. La première, c'est est-ce que c'est le bon moment pour ramasser? La seconde, c'est quels sont les gestes d'extraction que je vais mettre en place sur cette cuve de vin rouge? Et la troisième, c'est quel est le bon moment pour décuver? Sur toutes ces questions-là, on répond traditionnellement essentiellement par des approches liées à la dégustation et à l'expérience que nous en avons, avec son caractère toujours intéressant et indispensable de cette dégustation, mais aussi avec ses limites, son caractère qui peut être parfois subjectif, son caractère qui peut être faussé par des interactions. Euh, et c'est là où la méthode Phenolix vient non pas remplacer la dégustation, mais peut-être nous aider sur ces sujets aussi fondamentaux, à y voir un petit peu plus clair, à avancer, et ceci grâce aux travaux de ETS qui vont nous présenter. Alors, je vous présente nos deux interlocuteurs qui sont là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique et du continent américain, et qui nous font le plaisir et l'amitié d'être avec nous. Donc, nous avons Éric Hervé, qui est comment dire, chef analyste, ou plus que ça, enfin, qui est un responsable scientifique même de ETS, donc qui est français, et qui a rejoint ETS après sa thèse de doctorat à Bordeaux, et qui depuis est à la tête de nombreuses innovations analytiques et d'applications qui ont profondément redessiné l'utilisation d'outils analytiques aux États-Unis. Et nous avons également Benoît Touquette, qui est également français, qui est un œnologue bordelais au départ, si je ne dis pas de bêtises, et qui s'est installé aux États-Unis et qui est aujourd'hui un des grands winemakers qui influence énormément le style des vins de la Napa Valley, qui est beaucoup écouté, qui d'ailleurs développe aujourd'hui une activité de consulting, et qui va pouvoir partager avec nous son expérience tout à fait pratique de l'application de Phenolix. Voilà, les présentations sont faites. Eric, je te laisse la main pour la présentation. Bon, ben merci pour la présentation. C'est oui, effectivement, le but de ce qu'on fait, c'est sur les composés phénoliques, c'est de répondre exactement aux trois questions que tu as posées. Donc, eh ben, allons-y pour la présentation. Donc, je vais partager mon écran. Alors, c'est une... Ok, donc la présentation est en trois parties. La première sur un petit rappel sur les composés phénoliques, et puis on va dire 2-3 mots de la façon dont on les mesure. Deuxième partie, maturité phénolique, et troisième partie, l'extraction pendant
les macérations, fermentations en rouge. Pendant les vinifications en rouge, voilà, je cherchais mes mots. Bon, j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes de communication. Des fois, on fait les présentations en anglais habituellement, mais bon, ça devrait aller. Alors voilà, alors commençons par... Alors, commençons par ces composés phénoliques. Alors, ils s'appellent comme ça parce qu'on a toujours ce noyau au phénol qui est la base de la molécule. Pas très compliqué jusque-là. Donc ça, c'est les différentes familles de composés phénoliques qui nous intéressent, qui viennent du raisin ou du chêne. Et on voit toujours ce noyau phénol, partie composante, partie fondamentale de la molécule. C'est des molécules seulement synthétisées par les plantes, elles ont des fonctions diverses, leur nomenclature est très compliquée. Alors, pour simplifier les choses, on a souvent les mêmes composés qui sont désignés par des noms différents, ou les mêmes noms, ou des noms qui sonnent de manière très similaire, qui désignent des choses assez différentes. Donc, ça ne nous simplifie pas la vie, surtout pour les tanins, par exemple. Alors, les tanins, c'est les formes les plus complexes, on va dire, de ces composés phénoliques. C'est basé sur des unités, c'est des polymères, donc basés sur des unités qui sont des flavanols. La quantité de ces unités qui forment des chaînes est variable d'une molécule à l'autre. La structure des monomères qui construisent ces polymères est un peu différente selon qu'on ait affaire à des tanins de pépins ou des tanins de pellicule. Et pour rajouter de la complexité, il y a différents moyens d'attacher ces différents monomères à la chaîne centrale. Voilà, donc on a une mixture dans le vin de molécules, enfin une mixture complexe de molécules. Et à analyser, c'est pas compliqué, c'est assez compliqué justement parce que on a vu la complexité du mélange. Voilà. Alors, pour nous simplifier la vie aussi, alors les tanins de raisin ou de vin, ça s'appelle des tanins condensés, par opposition aux tanins hydrolysables qui viennent plutôt du chêne. Ça s'appelle des proanthocyanidines, on peut les appeler des flavanols polymériques et on peut les appeler des catéchines au pluriel, avec un S, ce qui peut être source de confusion. Alors, la façon dont on mesure tout ça, alors c'est basé sur une méthode par chromatographie en phase liquide qui a été mise au point par le docteur Steve Price, ici en médaillon. L'intérêt de cette méthode, eh bien, c'est qu'on arrive à séparer des petites molécules au départ de l'analyse et après, et notamment la catéchine, en fait, qui est très importante pour nous. Et ensuite, la mixture complexe de tanins, on arrive à la condenser en un seul pic, et ce qui est pas évident à faire, mais bon, ce qu'on avait réussi à faire, et on arrive, le temps de l'analyse est à peu près d'une dizaine de minutes, donc tout d'un coup, on a quelque chose qu'on peut utiliser vraiment comme outil pratique. Donc c'est l'exemple type de l'analyse qui appartenait au monde de la recherche encore il n'y a pas si longtemps, et qui maintenant est un outil pour les gens comme Benoît. Alors, les composés qu'on mesure. Alors, on peut commencer par les tanins. Alors, pour les tanins, ce serait intéressant de séparer les tanins de pellicule et les tanins de pépins. Ça, on ne peut pas le faire, mais on a une façon de caractériser quand même ces tanins. Alors, évidemment, les tanins de pellicule sont plutôt des tanins qu'on dirait ronds en français, qui donnent du volume au vin, mais qui n'ont pas la finale astringente ou asséchante que les tanins de pépins peuvent avoir. Donc, c'est très important d'être capable de caractériser les tanins quand on les mesure. Alors, la catéchine, c'est justement ce qui nous permet de faire ça. La catéchine vient exclusivement, quasiment exclusivement des pépins. Donc, plus on en a, plus les tanins qu'on mesure viennent des pépins. Alors, par exemple, pour le pinot noir, pour les variétés bordelaises, pour la syrah, on a juste quelques milligrammes de catéchine dans les vins. Pour le pinot noir, on monte à 50, 60, 100 milligrammes par litre facilement. Oui, pour la syrah, on a particulièrement peu. Donc, c'est un bon indicateur parce que la syrah
est chargé en tanins, mais c'est essentiellement des tanins de pellicule. Voilà. Et donc, on arrive bien à voir ça grâce à la catéchine. Alors, on peut se servir aussi d'un index, d'un rapport entre la catéchine et les tanins. C'est un index de contribution des pépins, en quelque sorte. Une autre chose qu'on mesure, c'est les complexes tanins anthocyanes, qui ont différents noms aussi. Et bon, ça, c'est quelque chose sur lequel les œnologues travaillent pour essayer de stabiliser la couleur d'un vin. Donc, on travaille là-dessus par la micro-oxygénation aussi, mais en fait, on va se rendre compte, c'est déjà fait en grande partie au niveau du raisin, surtout au niveau du raisin en surmaturité. Alors, bien sûr, on peut mettre ça aussi sous forme d'index ou de rapport entre les anthocyanes polymérisés et les tanins. Plus c'est élevé, plus les tanins ont eu le temps de réagir avec les anthocyanes, donc plus les tanins sont modifiés, en quelque sorte. Alors après, les anthocyanes totaux, je ne donne pas de valeur ici parce que c'est une cible sur les jeunes vins ou pendant les fermentations, ça évolue de manière très très rapide. Donc, je ne donne pas de valeur ici, mais ce qu'il y a à retenir de ce tableau aussi, c'est, vous voyez la colonne des teneurs basses et teneurs hautes, on a des gammes de concentration vraiment très, 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 très larges. Je dis sur les tanins, sur les Cabernet Sauvignon Napa Valley qu'on connaît bien ici, on va de 600 à 1400 mg par litre. Bon, nous, notre rôle à ITS, c'est pas de dire aux œnologues, ou plutôt de les orienter dans une direction ou une autre, mais au moins de comprendre mieux ce qu'ils font et surtout d'une année à l'autre, essayer de tenir en compte des variations du millésime pour avoir un style de vin cohérent d'une année sur l'autre. Voilà. Alors, pour la maturité phénolique, je dis souvent que les spécialistes composés phénoliques aiment bien choquer leur audience en disant que la composition phénolique du raisin ne prévoit pas ou très mal la composition du vin. Et en fait, ce qui est important, c'est vrai, parce que ce qui est important, c'est ce qui peut être relâché dans le vin dans les conditions de la vinification. Alors, ce que Steve Price a fait, au début des années 2000, on avait travaillé sur la méthode Glory à l'époque, qui semblait assez prometteuse, et on a laissé tomber parce que c'est très fastidieux comme méthode et pas très reproductible. Donc, il s'est dit, on va faire un extrait partiel. En fait, on foule gentiment les baies de raisin, on rajoute de l'alcool, on chauffe, et on se retrouve avec un extrait qui est très proche du vin dans sa composition phénolique. Et donc, ça, on peut l'analyser par HPLC. Et là, on se retrouve avec un test qui est prédictif de ce que le vin peut être. Voilà. Alors après, selon les variétés de raisin, il peut y avoir des facteurs de correction à appliquer. C'est surtout pour le pinot noir. Il y a une grosse différence, surtout entre pinot noir et quasiment toutes les autres variétés, en fait. Voilà. Alors, maturité phénolique. Voilà, c'était ma transition sur la maturité phénolique. En fait, on devrait peut-être parler de maturité phénolique au pluriel, parce que les anthocyanes, les tanins de pépins, les tanins de pellicule, chacun suivent leur propre voie, et on ne peut pas vraiment se servir de l'un pour savoir ce qui se passe sur les autres composés. Notamment, il y a des méthodes simples où on suit seulement les anthocyanes. Bon, d'accord, mais c'est mieux que rien. Mais on peut se mettre le doigt dans l'œil dans certains cas, on y reviendra. Alors, les anthocyanes, de nouveau, c'est facile à comprendre, tout le monde sait ça. Les anthocyanes, la synthèse commence à la véraison, et ensuite, c'est des molécules assez fragiles. Donc, au cours du temps, on a un équilibre entre une dégradation, surtout à la chaleur, et une synthèse continue par les raisins. Alors, dans les climats assez chauds, style Napa Valley, en général, on vendange après que le pic d'anthocyane soit passé. Et au vendange, les niveaux sont plus élevés dans les parties un petit peu plus fraîches de la région et dans les années, évidemment, les plus fraîches. Voilà. Donc, vous êtes sans doute dans un contexte similaire.
Ça, c'est une compilation des données qu'on a eues au laboratoire sur le Cabernet Sauvignon sur les 3 dernières années. 3 dernières années qui ont été assez différentes. Il y a eu donc 2022 qui a été très chaud, 2023 qui a été relativement frais, et l'année dernière qui a été un peu entre les deux. Donc, quand on a ces nuages de points, en fait, on arrive à dégager des tendances. Donc, d'habitude, on voit au cours des vendanges une décroissance des quantités d'anthocyanes totaux, sauf l'année fraîche en 2023, où on a vu cette augmentation et des teneurs globales assez plus élevées que d'habitude. Donc, on arrive à voir des effets millésimes comme ça quand on revient sur les données. Et en fait, assez tôt dans la saison, quand on commence à analyser ces raisins, on a une idée de ce que va être le millésime. Alors, les pépins. Alors, une chose à se rappeler, c'est que les tanins du raisin sont synthétisés avant la véraison. Une fois que la véraison arrive, en fait, le métabolisme change et l'énergie qui est, enfin, du moins qui est dirigée vers la production de tanins est dirigée vers la production d'anthocyanes. Et alors, ce qui va changer essentiellement, c'est l'extractibilité de ces tanins, que ce soit les tanins de pépins ou de pellicule. Alors, pour les pépins, au fur et à mesure qu'elles mûrissent, elles deviennent plus dures, leurs tanins deviennent moins extractibles. Et donc, on se sert de nouveau de la catéchine pour voir ça. Alors, si on suit des parcelles, la même parcelle, là, c'est pendant des années différentes, au cours du mois de juillet, on voit des chutes assez spectaculaires des niveaux de catéchine. Et ben ça, c'est nos pépins qui sont en train de mûrir. Voilà. Et donc, on a uniquement une chute et on se retrouve avec quelques milligrammes par litre dans nos extraits, on espère, au moment des vendanges. Mais avec des cinétiques et des timings un peu différents, qui peuvent être très différents selon les années. Alors, quelqu'un comme Benoît, il va garder un œil là-dessus parce qu'il n'aime pas trop la catéchine. Donc, il va garder un œil là-dessus de manière très attentive. Alors voilà, ça c'est nos données compilées, où on voit effectivement au fur et à mesure que les vendanges avancent, les teneurs en catéchine qui descendent. Pendant une année chaude, on a des teneurs qui, dès le départ, étaient assez basses et qui ont continué à baisser toute la saison. Voilà. Alors, les tanins de pellicule. Alors, les tanins de pellicule, c'est l'inverse des tanins de pépins. Complètement l'inverse, eux, leur extractibilité a tendance à augmenter pendant la maturité et surtout pendant la surmaturité, qu'on appelle hang time ici. Et alors, dans le même temps, comme les cellules de pellicule se dégradent, on a les anthocyanes qui sont davantage en contact avec les tanins et on a ces combinaisons tanins-anthocyanes qui commencent à se produire dans le raisin. Et ça, on va le voir très, très bien. Et on va se servir de ces combinaisons tanins-anthocyanes comme marqueur de maturité des pellicules. Alors, quand on regarde nos données totales, voilà, on voit cette augmentation pendant les vendanges. Et une année fraîche, en 2023, on avait des teneurs assez basses, une augmentation plutôt pas très rapide. En fait, les œnologues disaient, bah oui, les pellicules sont, ils disaient crunchy. Ici, on avait des baies qui étaient assez fermes et des pellicules qui avaient du mal à se débobiner. Voilà. Et l'année dernière, par contre, on a vu des augmentations très rapides. C'était le fait marquant de l'année dernière. Tous les paramètres qu'on regardait évoluaient de façon très rapide au mois de septembre. Et après, on a eu une vague de chaleur, ce qui fait que tout le monde a vendangé en même temps, à ce moment-là. Alors, si on regarde les tanins, alors quand on regarde les tanins, rappelez-vous, on voit là la somme totale de tanins, aussi bien ceux de pellicule que de pépins. Alors, dans une première phase, on va avoir une phase descendante parce qu'essentiellement, on extrait des tanins de pépins qui deviennent difficilement extractibles. Pendant une bonne partie du temps, on va avoir une phase qui a l'air un peu stationnaire.
Et après, si on attend suffisamment longtemps, eh ben, on va voir une remontée qui est due à l'extractibilité des tanins de pellicule. Voilà, et bon, là, cette année-là, les vendanges, le raisin a été ramassé, donc on ne sait pas ce qui s'est passé après. Quand on compile nos données, on peut voir un petit peu cette courbe en U certaines années. Bon, et là, on voit bien en 2023, de nouveau, des teneurs assez basses, en fait, toute la saison. Jusqu'à ce qu'on voit cette remontée, mais qui est arrivée assez tard, de nouveau, les pellicules avaient du mal à mûrir. Voilà. Alors là, une chose à voir aussi, c'est regarder l'échelle sur l'axe des ordonnées. On va de 200 à 600. Ici, on a des variations vraiment très, très importantes pour des alcools potentiels qui peuvent être assez similaires. En fait, donc, on mesure des choses qui sont vraiment qui répondent très, très bien, avec des variations très larges selon les sites, selon les années, etc. Voilà. Et en fonction du temps, évidemment. Voilà, alors là, c'est quelque chose qui va intéresser Benoît et les autres œnologues aussi, c'est que quand on se retrouve sur des raisins avec un potentiel en tanin fort, eh ben, il faut le prendre en compte, ou faible, il faut le prendre en compte. Peut-être tu peux prendre le relais là. Oui, Mathieu, on peut commencer à parler un peu de l'application technique, passer de la théorie à la technique. Oui, bien sûr. Parce que je voudrais, donc, moi, je suis arrivé aux États-Unis en 2004, donc un background, donc œnologue de Bordeaux, donc avec des méthodes classiques bordelaises. Mais en arrivant sur un pays plutôt chaud où la maturité phénolique n'est pas la même, car les raisins sont beaucoup plus mûrs. Donc, j'avais commencé à adopter des techniques bordelaises. Je me suis rendu compte très vite, depuis on travaille sur cette technique depuis 2006, 2007 et vraiment 2008, on a commencé à travailler beaucoup plus. C'est de comprendre les extractions quand les fruits ne sont pas les mêmes. Donc, on s'est posé la question sur comment gérer nos extractions, donc au niveau des températures, contrôle de température, délestage, sous-tirage, pas sous-tirage, comment vous dites, délestage. Remontage. Remontage, voilà. Et on s'est rendu compte qu'il fallait travailler beaucoup moins et des fois, certainement, sur certaines années, beaucoup plus rapidement. Donc, jusqu'à un moment où on s'est rendu compte qu'on pouvait écouler sur sucre, car on avait énormément de richesses phénoliques et des tanins. Et cet outil nous permettait de quantifier dans un moment où le vin était toujours sur phase, donc sucré, moitié aqueuse et alcoolique, donc très, très dur à goûter. Et ça nous donnait la confidence de savoir qu'on avait assez de concentration dans les vins pour sortir des pots et de finir notre fermentation ensuite, soit en cuve, soit en barrique. Donc, c'est un outil qui est vraiment très important pour l'œnologue, mais qui est aussi important, et ça, je pourrais faire, Mathieu, peut-être un récap, mais pour les propriétaires également, car j'ai la dualité d'être copropriétaire sur Realm Cellars et pour mes vins, et aussi de faire du conseil. Donc, c'est un outil qui a une dualité qui sert au niveau de l'ownership, du propriétaire, mais aussi de l'œnologue. Et alors, tu disais aussi quand tu te retrouves avec des tanins, des raisins qui ont un potentiel de composés phénoliques fort, tu vas te dire déjà, attention, des macérations un peu plus longues, là, ce n'est pas un bon candidat pour, et surtout, ce n'est pas la peine de faire une saignée. Oui. Donc, Mathieu, est-ce que au niveau de la présentation théorique, on peut repartir, peut-être, je réassemble et peut-être partir au niveau de la viticulture? Oui, allez-y. Donc, une des choses qu'on s'est rendu compte à Realm Cellars, c'est que bon, on voulait faire les meilleurs vins possibles, donc un peu la peur de manquer. On a amené un peu cette idée, une grappe par rameau, qui avait bien marché pour Michel Rolland à Bordeaux. Par contre, je me suis demandé assez vite, qu'est-ce qui nous fait partir sur cette décision? C'est un peu la peur de manquer. Donc, ça va être la saignée dans la cuve. Donc, ce qu'on a commencé à faire avec ITS, c'est regarder la composition des fruits en adéquation avec nos méthodes de viticulture. C'est-à-dire, on va faire tomber des fruits, donc on va être à 2 tonnes à l'acre, et on ne va pas faire tomber des fruits où on va juste faire un passage de vendange en verre, où on va être à 5 tonnes à l'acre.
La différence à la fin, juste ici, sur les mêmes parcelles, ça va être 36 caisses à la tonne, donc c'est 900 kilos chez nous, ou 55 caisses à la tonne. Ce qu'on a pu se rendre compte grâce à cette méthode de quantification, c'est qu'on n'avait pas besoin d'aller à une grappe par rameau. Donc, on a réussi à garder 2 fois plus de charge à la vigne sur la même parcelle. Et on a fait un vin qui a été jugé de la même façon. Et c'était un vin qui a été, pour nous, à 100 points. Donc ça, c'était une phase importante pour nous. En tant que propriétaire, on a réussi à optimiser la charge sur le terroir. C'est-à-dire, on a réussi à prouver qu'on faisait des méthodes qui n'étaient absolument pas quantifiées et qui n'étaient absolument pas qualitativement supérieures. Donc, de la même façon, on s'est posé des questions. Je faisais des saignées à 25% dans la peur de manquer sans savoir. Donc, la méthode de quantification sur fruits nous a permis de prédire ce qu'on pourrait avoir sur le vin fini. Et ça m'a permis de garder donc les jus dans la cuve et de faire donc 25% de jus de gouttes en plus. Donc, ajouter ce qu'on a réussi à sauver à la vigne et dans la cuve, on s'est permis de passer de 36 caisses à la tonne à 55 caisses. Donc, économiquement parlant, c'est un gain net qui est une valeur ajoutée pour l'entreprise qui est énorme. Mais surtout, cela aussi nous permet d'être consistant d'année en année. Donc, s'il y a une année où il n'y a pas trop, où il y a moins de tanins, ben, on se dit peut-être c'est l'année où il va falloir concentrer. Une année où il y en a plus, il va falloir calmer les extractions, descendre les températures, raccourcir les méthodes et nos extractions et notre fermentation. Donc, c'est une méthode qui nous permet d'atteindre des buts développés par l'œnologue et le propriétaire pour obtenir un modèle de vin qu'on veut, donc que ça soit concentré, plus léger. Donc, il y a une méthode, on arrive à être consistant d'année en année et de garantir, pour moi, toujours le maximum de potentiel d'année en année. Mathieu, ça te va pour le début d'explanation? Et s'il y a des questions, je serais content d'expliquer plus. Non, très bien, c'est très clair. Donc, et ça s'aligne bien avec ce que nous a expliqué Eric. Après, je peux toucher sur un point que tu as dit, Mathieu. Comme nous sommes consultants, ou comme il y a beaucoup de parcelles, donc à Réalme, on est passé de 2000 caisses de 9 litres équivalent de 12 bouteilles. On a réussi à maintenir la qualité et on est monté jusqu'à 25 000 caisses de production. Et ça, c'est possible grâce à cet outil qui nous permet de monitorer. Donc, si on est en méthode parcellaire, donc on a des parcelles d'un acre, on a eu le support. Donc, il y a évidemment la dégustation sur le terrain. Mais quand on commence tôt le matin et qu'on finit dans la journée où on a des températures assez hautes, c'est évident qu'avoir un outil comme ça de support pour l'œnologue, donc la dégustation fait une grande part de la décision, mais avoir un outil comme ça nous permet aussi d'avoir des sécurités et d'avoir une belle base de données pour déterminer les dates de vendange. Donc, c'est vraiment un outil de support de l'œnologue, ça ne remplace pas l'œnologue, mais s'il y a beaucoup de parcelles ou s'il y a un désir de grandir en production, ça vraiment donne un support qualitatif. Et ça donne aussi un soutien aux propriétaires pour avoir commencé à accumuler des données qui permettent d'être consistants sur l'évolution de la propriété. Et ça change les discussions avec le chef de culture aussi, puisque on peut des fois se retrouver avec 2 parcelles proches l'une de l'autre, ou même une partie vigoureuse d'une parcelle à côté d'une partie moins vigoureuse, où les mesures habituelles, alcool degré potentiel, acidité totale, pH, dégradation de l'acide malique sont exactement les mêmes, et on a des rapports de 1 à 2, des très très grosses différences quand on regarde les composés phénoliques. Après, quelque chose qu'on mesure. Mathieu, après également, ce que j'ai fait donc sur tous mes clients, c'est des analyses phénoliques sur vin fini, mais de reprendre des vins, donc j'appelle ça Final Wine Analysis, sur des vins historiques. Donc, pour reprendre, par exemple, une dégustation avec un propriétaire et de faire une verticale et de se dire comment on goûte les vins, d'avoir analysé ces vins et de pouvoir en parler sur une méthode donc précise,
Donc oui, on a aimé, je ne sais pas, ce millésime. Bon, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on a, par exemple, plusieurs vins qu'on a aimés et il y a des zones communes? Parce qu'ensuite, ça permet de déterminer un peu sur le côté dégustatif et sur le côté qualitatif, quantitatif. Ah, il y a des choses similaires. Comment on peut retourner ici, sachant que chaque année, Mother Nature, la Dame Nature change un peu la donne, mais ça nous permet d'avoir comment on doit travailler à la vigne, comment on doit faire les extractions et d'être beaucoup plus consistant sur un profil de vin qui a été dégusté et préféré. Ça, c'est très important. Tout à fait. Alors, ça, on va le voir très bien avec les diapos suivantes de Eric pour voir ce qu'il fait sur le vin. Donc, pour l'instant, on a bien vu qu'on apporte une information de terrain concernant des problématiques de quantité et de qualité de tanin qui nous permettent d'apporter des décisions les plus justes, autant en termes de choix de date de récolte, mais également en termes aussi de gestion quantitative. C'est des éléments effectivement essentiels et où on sait tous que la réplication de ce qui a été fait les années passées ne fonctionne que rarement finalement. Et que les informations apportées là, qui sont des informations d'écoute de ce que la nature et le travail de l'année a conduit à faire, nous permet de prendre des décisions plus justes pour une œnologie plus juste. Donc l'étape suivante, c'est de voir un petit peu pendant la vinification comment les choses se passent. Eric, si je propose la transition. Ouais. Alors, bon, ben là, encore, de nouveau, la façon de caractériser ces tanins, de nouveau, on peut le faire à partir des rapports. Alors, effectivement, on voit encore un effet de millésime ici, l'indicateur de maturité ou de contribution des pépins qui descend très vite, alors qu'à l'inverse, on a l'indicateur de maturité des pellicules qui augmente et qui augmente lentement dans le cas d'une année fraîche, comme de nouveau le trait en bleu ici, 2023. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux fermentations, aux vinifications en rouge. Alors, si on prélève des échantillons dans une cuve en cours de vinification, eh évidemment, on voit la couleur qui augmente, mais on va pouvoir mesurer tout ça un petit peu mieux. Voilà. Alors, on va commencer par… Alors là, c'était une fermentation assez courte, l'écoulage au bout de 13 jours. Soit dit en passant, c'était un raisin exposé à la fumée, donc les gens n'ont pas voulu extraire de trop, mais c'était de toute façon, ça ne marche pas, parce que l'extraction des composés de la fumée est très très rapide. Là, sur les marqueurs qu'on mesurait, on était déjà au maximum au bout de 3 jours. Mais ce n'est pas le sujet ici. On va s'occuper alors des composés phénoliques, les anthocyanes totaux. Alors les anthocyanes totaux, la concentration augmente évidemment, et au bout d'un moment, on arrive à un plateau et on arrive même à une diminution, surtout si les fermentations sont chaudes. La dégradation en fait prend le pas sur l'extraction parce qu'il n'y a plus grand-chose à extraire des pellicules. Du moins, c'est ce qui se passe ici dans nos climats relativement chauds. C'est quelque chose que Yves Glory nous avait dit, je me rappelle, fin des années 90. Il disait ici, les anthocyanes, ce n'est pas vraiment le problème. Voilà, donc l'extraction est très rapide. Quand on écoule, en général, on est déjà en phase descendante. Par contre, les anthocyanes polymérisés au tanin, eux, ne diminuent pas, c'est de la couleur stabilisée. Donc ça, on voit une stabilisation, mais pas de diminution pour eux. Alors les tanins, là c'est intéressant, parce qu'on a 2 phases bien distinctes. La première phase, où de nouveau Yves Glory l'avait dit, que les tanins de pellicule s'extraient de la même façon que les anthocyanes. Eh bien, on a 2 courbes qui peuvent se mettre l'une sur l'autre comme ça, de toute façon, qui sont très parallèles, jusqu'à tant qu'on est en phase plutôt aqueuse. Et quand on se retrouve en phase alcoolique, eh bien, tout d'un coup, on se met à extraire des tanins de pépins. On a une augmentation de la rapidité de cette extraction.
donc les courbes, les anthocyanes décrochent, mais les tanins continuent à augmenter. Et pour achever de nous convaincre, si on regarde la catéchine, c'est bien évidemment le moment où la catéchine se met à augmenter très rapidement aussi. Voilà. Alors donc, de nouveau, quelqu'un comme Benoît, il a bien ciblé quelle quantité de tanin il veut au moment où il va écouler. Mais tu vas garder un œil attentif à la catéchine parce que tu as tes limites que tu veux pas dépasser. Voilà. Donc voilà, c'est assez simple, c'est un outil qui marche très très bien. Alors on a de plus en plus de clients nous, qui font cette analyse tous les jours. En fait, en général, à partir de 3-4 jours, ils nous amènent un échantillon tous les jours. Et de nouveau, ils se servent de ça pour faire leur décision, quand est-ce que j'écoule. Ouais, je dirais Mathieu, depuis qu'on a travaillé avec ces techniques, quand je suis arrivé au début des années 2000, je dirais qu'une fermentation, c'était en général 45 jours. J'ai vu jusqu'à 60 jours, avec des fois des préfermentaires à froid de 7 jours, 10 jours. Et aujourd'hui, c'est pas rare de trouver des gens qui travaillent sur 12, 13 jours. Donc, avec des températures qui étaient montées jusqu'à 100 degrés Fahrenheit. Et donc, maintenant, avec des gens qui travaillent à des températures beaucoup plus basses, moi-même étant inclus, donc à 78, 82. Donc, ETS, cet outil a permis de changer quand même, de comprendre ce qui se passait au niveau des fermentations, des extractions et de changer radicalement les méthodes d'extraction des œnologues. Car pour moi, c'était vraiment basé sur ce qu'on faisait à Bordeaux, mais avec des fruits qui étaient énormément différents et ce n'était vraiment pas nécessaire. Et ça ne donnait pas les meilleurs vins, ça mettait des vins durs car on restait sur peau dans des milieux alcooliques, donc c'est un solvant, et ça rendait des vins plus secs. On perdait la couleur, on asséchait les vins et on essayait d'avoir ce milieu de bouche qu'on avait déjà, au final, on l'avait déjà eu et on le perdait. Donc, on avait une courbe. Et c'est ça que je demandais un petit peu. C'est pour ça que j'ai travaillé avec ETS. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la cuve? J'ai l'impression que j'avais des meilleurs vins entre 12, 13, 14, 15 jours. Et à 28 jours, ça commençait, c'était sec et on ne sortait jamais de cette sécheresse. Et donc, ces analyses ont permis d'expliquer le process, ce qui se passe dans la cuve. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune raison, des fois, de partir plus de 13 jours. J'ai essayé ça, j'ai fait du vin à Saint-Émilion et j'ai essayé cette méthode sur les Saint-Émilion Grand Cru, donc sur Merlot, et ça a marché de la même manière. Donc, je travaillais avec un château qui faisait 45 jours de pot. J'ai fait 13 jours de pot, on a fait des dégustations à l'aveugle. Les vins préférés par la famille étaient les vins à 13 jours ou 15 jours. Il y avait un côté beaucoup plus rond, beaucoup plus souple. On avait pris assez et on pouvait sortir. Donc, pour moi, c'est l'outil qui a influencé Napa Valley le plus au niveau des œnologues et des procédés d'extraction. C'est un témoignage très intéressant que tu nous fais, Benoît, là, parce que il y a une doctrine, je ne sais pas d'où elle vient, mais souvent des jeunes vinificateurs ont ça en tête, et comme nous on les accompagne en tant qu'œnologue conseil, on le retrouve souvent, qui est que plus les macérations sont longues, plus on fait des vins aboutis, plus on fait des grands vins. Et c'est pas que ici en France, dans le Languedoc ou ailleurs que ça se trouve. Et effectivement, aux États-Unis et en Californie, cette idée était assez dominante. On modernise très fortement les choses en pouvant les mesurer, tout en gardant la sensibilité qui est celle du vinificateur, parce que c'est celle-là à la fin qui compte. Mais on a parfois au bout de 10, 12, 13, 14 jours la totalité de ce dont on a besoin dans un grand vin, et il n'est pas nécessaire toujours de vouloir aller au-delà. L'important, c'est effectivement de savoir où on veut aller et de pouvoir le suivre.
Oui, Mathieu, je vais ajouter sur ce que tu as dit. Je pense que les maturités phénoliques sur fruits, on travaille beaucoup mieux. Il y a un réchauffement climatique. On n'a pas les mêmes maturités sur les fruits. Et je pense qu'il fallait adapter nos méthodes d'extraction à la qualité des fruits que nous obtenons aujourd'hui. Et il n'y a aucune raison ici, aujourd'hui, à Napa Valley, de faire des macérations de 45, 50, 60 jours. Parce qu'on a déjà, il faut déjà pas être trop gourmand sur la vigne parce qu'on pourrait faire ce qu'on appelle donc le hang time, donc laisser les fruits sur pied, mais il faut déjà être raisonnable et pas ramasser trop tard. Donc c'est vraiment, on arrive sur des moments où on va avoir la maturité et il faut savoir ramasser au bon moment, pas être trop gourmand. Et c'est pareil pour la vinification, c'est-à-dire on en a assez et ici sans doute trop. Il faut rester raisonnable. Donc, c'est vrai que ces outils nous permettent pour garder la fraîcheur, pour pas être trop gourmand, d'avoir, OK, j'en ai assez, c'est bon, on peut ramasser, c'est bon, on peut extraire, on peut écouler. Et ça, c'est vraiment des très, très bons outils parce qu'il y avait toujours un peu la peur de manquer. C'est un peu ce que j'essayais de dire au départ quand on faisait tomber les fruits, quand on fait des saignées, c'est toujours un peu par peur de ne pas en avoir assez. Et là, on arrive à voir, mais on en a même des fois trop. Donc ça, c'est vraiment un très bel outil qui nous permet, mais on ne travaille plus dans la peur, on travaille vraiment sur l'idée, qu'est-ce qu'on veut faire comme vin et comment y aller année après année, que ce soit notre méthode de travail à la vigne ou nos méthodes de vinification, et ensuite de se consacrer sur les élevages, parce qu'on n'en parle pas assez, mais l'élevage est important, et ça nous permet de vraiment avoir extrait, de ramasser au meilleur moment possible, de faire les meilleures extractions, et ensuite de calmement faire les meilleurs élevages possibles. Ouais, tout à fait. Ce que tu décris, c'est aussi et le choc que nous subissons tous en tant que vinificateurs, c'est l'évolution de notre matière première avec le réchauffement climatique. Et donc, c'est un outil qui nous permet de piloter, de nous adapter à cela. Et puis, par ailleurs, un outil qui nous permet de mieux s'adapter aussi aux différents profils que recherche un marché qui est en pleine évolution et où les vins puissants et larges sont parfois maintenant passent derrière des vins qui auront un peu plus de subtilité, de fraîcheur et de tension. Éric, peut-être tu avais quand même un tableau avec différentes valeurs sur des vins finis. Je pense que ça serait très pédagogique de les présenter si tu veux bien. Oui, ben en fait, je l'avais enlevé. Attends, on va voir. Ah, Ouais, parce que, on ouais, te prend. le tableau. Mathieu, je peux t'en parler aussi. On a fait nous des vins donc en 2012-2013. J'étais monté jusqu'à 1400-1500 mg par litre de tanin. Donc, c'est des vins qui ont impressionné le critique à cette époque. C'était Robert Parker. Donc, ça nous a permis d'avoir eu 100 points. Donc, ça a vraiment aidé la marque. Ça nous a lancé. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. Mais ce n'était pas forcément les vins les plus fins ou les mieux faits. Donc, on avait poussé les extractions de la même manière. J'avais fait des saignées et j'avais poussé l'extraction 35 jours, 40 jours. Et maintenant, donc, sur la même marque et les mêmes résultats au niveau des scores, on est à 1000. S'il faut être des fois en 22, par exemple, on était à 800 de tanin. Donc, on a vraiment tout redescendu. On fait des vins beaucoup plus élégants. On cherche de la fraîcheur et une capacité d'élevage et de vieillissement sur les vins qui n'était pas forcément ce qu'on a obtenu sur 2012 et le 13. Comme on a 10 ans maintenant sur ces vins, on peut se permettre de voir que j'ai poussé les choses trop loin à la vigne et dans la vinification. Et année après année, on s'est ajusté et on redescend sur des choses qui sont beaucoup plus, qui sont meilleures. Donc, c'est des fruits qui ne sont pas oxydés à la vigne, qui sont moins exposés. C'est des fermentations où on a moins d'oxygène, on n'est pas en mode ouvert, on ferme, mais on est plutôt réductif et protecteur. Et c'est des vins avec des capacités de garde certainement plus élevées. Alors, sur les quantités, bon, comme je disais, on a des gammes de concentration, des ranges de concentration assez variables. Donc, sur les tanins, Napa Valley, on est entre 600, 700, 1400 pour les tanins. Bon, le mieux, c'est quand on se lance dans les composés phénoliques, le mieux, c'est de commencer par une dégustation et d'avoir une dégustation avec les résultats d'analyse en face de soi. Donc, si c'est des vins très, très haut de gamme, on peut prendre des échantillons avec un corps à vin
avant, envoyer les échantillons au laboratoire, après faire la dégustation avec les chiffres en face de soi. Donc, pour le Cabernet Sauvignon, entre quelque chose qui a 700 de tanin et quelque chose qui a 1400, on va voir la différence de suite en volume en bouche. Après, on devrait avoir dans la dégustation deux vins avec des teneurs assez moyennes. Voilà, je te diffuse cette diapo là, c'est celle-là dont on parle. Ok. Bon, et là, les différences n'étaient pas très. C'était tout d'une même winery. Ils ont un style, ils ont leur style à eux. Donc voilà. Mais là, on avait un vin au départ, le premier qui était plutôt élégant, plutôt très très agréable à boire, un très beau vin. Avec une teneur en tanin assez modérée et une teneur en catéchine très faible ou faible. Après, juste à côté, on avait la bombe Nouveau Monde du fruit obtenu plutôt en altitude avec des tanins assez concentrés et surtout une quantité de catéchine qu'on voit très élevée. Donc là, on a un vin quand même concentré mais rustique. Et après, le suivant qui est toujours le style que préfère cet œnologue, aux alentours de 900 pour les tanins et 13, donc un niveau faible par contre de catéchine. Donc on va avoir du volume, mais sans avoir d'agressivité et de finale asséchante avec un vin comme ça. Ouais, voilà. La chose suivante, alors ça c'est la première variable. L'autre variable à regarder, c'est les combinaisons tanin-anthocyane. Alors, non seulement ça stabilise la couleur, mais ça arrondit les tanins. Les tanins deviennent moins agressifs, moins réactifs avec les protéines une fois qu'ils sont combinés avec des anthocyanes. Alors, ce rapport, on le voyait au début des années 2000, c'était plutôt 0,08, 0,06 même. Pour beaucoup de gens, le sweet spot, là où ils aiment bien être, c'est aux alentours de 0,10. Quand on est au-dessus de ça, on a des vins qui sont plus agréables à boire rapidement. Quand on pousse un peu trop le bouchon, on a peut-être des vins qui vont être oxydatifs et qui vont s'écrouler en bouteille juste en quelques années. Voilà. Donc c'est une variable très importante, ça. Alors le prédicteur de ce chiffre-là, de cet indice de contribution des pépins, en fait, on l'a déjà sur analyse de raisin. Ça prévoit très bien ce qu'on va avoir en fin de fermentation. Et après, on peut jouer là-dessus par l'oxygène en absence de SO2. C'est la micro-oxygénation ou c'est la malolactique en barrique. Voilà, où on va avoir ces quantités qui augmentent. Alors là, dans cette dégustation, on avait ces trois vins qui étaient faits avec des raisins qui étaient achetés en fait par la winery. Les trois vins suivants étaient des vins à partir de raisins du domaine. Et donc, il y en avait un qui, l'intérêt, c'était de voir comment il se comparait aux trois autres. Le vin préféré, c'était celui du milieu. Le premier, non seulement était léger, se comparait au départ au premier vin, mais il avait une finale asséchante. Oui, quand on regarde à la catéchine, on n'est pas étonné. Celui du milieu, c'était vraiment ce qu'il préférait. Effectivement, ça ressemble au vin numéro 3. Le vin numéro 6 était pas mal, mais à leur goût, mais encore un petit peu rustique. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, c'est des exemples qui sont qui sont très parlants et qui nous permettent aussi comme le disait Benoît tout à l'heure, à partir d'une référence qui est celle du domaine, celle du château, de millésimes passés, de voir les équilibres qui sont aujourd'hui ceux qui sont obtenus par les habitudes et le savoir-faire des vinificateurs, de voir d'abord comment poursuivre dans des équilibres qui sont obtenus. Est-ce que je fais des vins avec beaucoup de tanins, peu de tanins? Est-ce qu'il y a une présence de catéchine? Quel est mon niveau de polymérisation qui donne effectivement cette sucrosité, mais au-delà, ça donne un vin qui a peut-être un peu trop évolué et qui sera fragile. Donc c'est une référence qui doit être challengée,
mais qui permet aussi de pouvoir reconduire certains profils. Ça veut dire que on est assez persuadé que l'outil doit pouvoir être utilisé par les vinificateurs pour profiler leur vin, mais également par les acheteurs de vin pour aller chercher sur le marché des produits qui correspondent effectivement à leur style et en jugeant pas seulement sur la dégustation, mais en apportant des valeurs objectives, surtout quand on a un produit qui doit être très standardisé et sur lequel il doit y avoir une continuité d'une année à l'autre, ce que l'on rencontre assez fréquemment sur un certain nombre de marchés. Voilà un peu les principes sur lesquels on se basait. Alors, et quelque chose que je voulais rajouter, c'est que nous, je t'en prie. la plupart de nos clients font des vins vraiment très haut de gamme, on va dire, mais bon, ce que disait Benoît sur est-ce qu'on a besoin de ces cuvaisons longues, bah, c'est intéressant de toute façon à tous les niveaux. Ça peut être intéressant pour les gros volumes aussi. Bon, les années où il faut tout ramasser rapidement, c'est quand même intéressant de libérer de la cuverie sans pas se sentir obligé de l'immobiliser une semaine de plus. C'est cuve. Voilà. C'est assez applicable. C'est pas applicable qu'à un cercle restreint. Alors, nous déployons donc nous la méthode sur le laboratoire à Narbonne et puis sur le laboratoire de la vallée du Rhône, à Orange. Donc, nous avons fait justement cette approche sur des vins de millésime 2023 et majoritairement de 2024, avec les appellations qui sont les nôtres sur le Languedoc-Roussillon et dans la vallée du Rhône. Donc on retrouve les paramètres que Eric nous a décrits. Nous retrouvons quelques paramètres supplémentaires, mais que l'on ne va pas forcément détailler. Et je passe à la diapo suivante. Voilà, donc nous retrouvons effectivement d'abord les tanins tout à droite. Première, pas surprise, mais en tout cas singularité par rapport aux valeurs que TS nous livre sur notamment des cabernets de la Napa. Donc on est quand même dans un des sites les plus célèbres pour le cabernet au monde, avec évidemment les grands terroirs bordelais. Sur les vins languedociens et rhodaniens, on joue avec des niveaux de tanin qui sont sensiblement plus faibles, hein, puisque le maximum que l'on obtient aujourd'hui est de 645 mg par litre, alors que Benoît Touquet nous a parlé tout à l'heure de valeurs qui pouvaient dépasser allègrement les 1000 mg par litre. Donc ça, c'est un premier élément. On ne parle pas de même cépage. Ça montre aussi que les valeurs doivent être interprétées au regard d'un référentiel de cépage et probablement d'un référentiel de territoire. Ça, c'est la première information que l'on retrouve. Si on regarde les catéchines, on a des valeurs effectivement assez variables, hein, donc l'outil est très discriminant. Des valeurs en moyenne autour de 11, qui montreraient finalement des extractions de catéchines qui ne sont pas très très élevées en moyenne. Par contre, la valeur maximale, elle, qui commence à être tout à fait significative. Cet indice d'anthocyanes polymérisé sur tanin, donc qui consiste avec cette stabilisation des anthocyanes et en même temps de l'adoucissement des tanins, on voit que, au minimum, oui, on a aussi des vins très rêches avec des valeurs à 0,07 et des maximums qui vont là, par contre, sur des valeurs beaucoup plus élevées qui peuvent donner l'idée de vins un peu plus sucrailleux en termes de qualité de tanin. Une moyenne à 0,10, là, on retrouve un petit peu les valeurs que l'on pouvait avoir ailleurs. Donc, ces premiers chiffres nous donnent extrêmement envie voilà, et nous rend presque impatients d'arriver aux vendanges, ce qui est quand même
pour un œnologue parfois un comble, surtout au début de l'été. Mais il est certain qu'on a des éléments tout à fait discriminants. On ne jouera pas forcément avec les mêmes gammes que ceux qui sont utilisés dans la NAPA, et c'est normal et c'est tant mieux. Il ne faut surtout pas chercher à vouloir jouer dans les mêmes gammes, mais à l'intérieur des valeurs que nous rencontrons, il y aura des éléments différents. Alors, vous voyez pourquoi il faut des références territoriales. Ben, déjà, sur ces premiers échantillons entre Rhône et Languedoc, ben, on ne joue pas sur les mêmes références d'anthocyanes. C'est normal. Il y a quand même une dominante Grenache un peu plus marquée sur le Rhône qui probablement explique cela. Sur les anthocyanes polymérisés, il y a par contre à discuter un petit peu sur ces éléments-là. Et là aussi, il y a probablement des comportements de cépages qui jouent là-dessus. Sur les tanins, on a retrouvé une petite tendance à avoir un peu plus de tanins sur le Rhône, qui, dans ce que j'en sais aujourd'hui, est une région sur laquelle on a tendance à extraire un petit peu plus. Hein, on est en moyenne plutôt autour de 18 à 21 jours. Sur les vins du Languedoc, et qui sont ceux notamment sur lesquels nous accompagnons, on est sur des valeurs de cuvaison qui dépassent rarement les 15 jours finalement, même si ça arrive. Donc plus de tanins sur le Rhône, et plus de catéchine aussi, en même temps qu'il y a plus de tanins, qui semble venir confirmer cette tendance à avoir un peu plus d'extraction dans les pratiques œnologiques courantes. C'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Probablement, il faut aller beaucoup plus loin dans les explications à ce stade. Mais sur nos tout premiers résultats, voici un petit peu les éléments. Ce fameux indice anthocyane polymérisé sur tanin, là aussi, vu les résultats, c'est pas étonnant, un petit peu plus élevé sur les vins languedociens. Et de la même façon, l'indice catéchine sur tanin va jouer. Donc, dans tous les cas, l'outil va nous permettre de travailler sur ces indices globalement et évidemment et surtout individuellement, cuvée par cuvée, domaine par domaine, pour aller chercher ces équilibres, à la fois s'adapter, comme on le disait, au réchauffement climatique, et à la fois chercher à faire évoluer nos profils dans un marché qui est en pleine évolution, où les modes de consommation du vin sont en train d'évoluer très très vite dans le monde, dans lequel il faut savoir aussi s'adresser à des consommateurs qui ne sont pas que des œnophiles qui mangent à la table de restaurants gastronomiques avec un cigare dans l'autre main. Et donc tout cela est au service de tous ces questionnements et de toute cette adaptation que nous devons ensemble mettre en œuvre. Voilà. Éric, Benoît, des compléments que vous souhaitez apporter? Oui, une chose dont on n'a pas parlé, c'est la quercétine, dont on se sert, pas sur les vins vraiment, mais sur les raisins, en tant que marqueur d'exposition au soleil. Voilà, et ça, je crois que Benoît peut intervenir là-dessus. Comment tu t'en sers? Pour nous, ça nous a permis de voir quand on travaillait sur ce qu'on appelle canopy management, dans le management de la surface foliaire, si on faisait un bon travail, quand on essayait d'ouvrir au niveau de la zone des fruits, ou si les travaux à la vigne étaient bien faits. Donc, on peut mesurer, c'est un peu comme les pigments de la peau, quelle est la surface exposée, comment le fruit est exposé à la lumière. Donc, c'est un peu dans cette idée est-ce que le fruit n'est pas trop exposé? Est-ce que ça ne fait pas des oxydations prématures? Donc, ça nous permet quand même de voir, de contrôler les travaux faits à la vigne et d'être assez quand même répétable finalement. C'est ce qu'on cherche à faire, de créer la même zone de lumière, plus ou moins, dans nos canopées. Donc, dépendant des modes de viticulture ou
tracing, je ne sais plus comment tu dis, de conduite, d'architecture, d'architecture à la ville. Ça nous permet quand même de mesurer un peu, d'avoir un aspect qualitatif sur les travaux qu'on fait. Tout à fait. Et cette quercétine, ben, quand on voit l'été dans lequel on commence à rentrer avec des vignes qui ne résistent pas aux coups de chaleur et dont les feuilles vont tomber et laisser les raisins au soleil, d'autres qui ont tendance un peu plus à résister, ça va être un marqueur que l'on va regarder avec beaucoup d'attention lors des premières mesures que nous allons réaliser dès le début du mois d'août. Est-ce qu'il y a des questions de votre côté, Mathieu? Parce qu'on est content de répondre. C'est un outil nouveau pour vous, donc j'imagine qu'il y a des questions de votre côté. Voilà, écoutez, moi j'aurais aimé suggérer aussi aux participants de poser des questions, alors soit via le chat, soit directement en prenant la parole. S'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions, c'est le meilleur moment. Une question, c'est sur les choix du décuvage. Benoît, est-ce que tu peux nous redire à tout le monde un petit peu, toi, comment tu utilises l'outil pour décider du décuvage? Est-ce que c'est quoi le critère qui compte le plus pour toi? C'est les tanins totaux, c'est les catéchines, c'est En fait, on regarde ensemble donc ces dégustations journalières. Donc, je pense qu'il faut faire un point, Mathieu. C'est un outil un peu qui fait peur, parce que, et surtout dans le monde du AI, où les gens pensent que les chiffres remplacent l'homme et un peu l'art et la science, toujours un peu en conflit. C'est un outil qui fait peur. Et si les gens pensent qu'on va voir des chiffres et ça va tout diriger, c'est absolument pas vrai. On peut voir des vins qui ont les mêmes chiffres, mais qui se goûtent pas pareil au niveau tanins, dégustation, qualité des tanins, la forme des tanins. Est-ce que c'est des tanins un peu chunky? Est-ce que c'est des tanins très fins? Donc, il y a quand même, faut remettre ça bien clair dans la tête. C'est un outil qui supporte, qui aide. Mais pour moi, c'est vrai que je regarde tout. Donc, on fait dégustation journalière et on envoie au lab. Et on arrive à prédire un peu les modes quand il faut écouler. Mais j'ai adapté mes méthodes d'extraction très vite. Je fais toujours des cuves pilotes, Mathieu. Donc, l'année commence avec une cuve pilote qui nous permet de voir, de se calibrer ce qu'on a vu sur les fruits et l'extractibilité de l'année. Et ça nous permet d'engager en ayant quand même une bonne idée comment on va sortir et donc de goûter, de voir si les tanins de pépins sortent très vite ou pas, si les extractions sont bonnes au niveau tanin, anthocyanine, si c'est des tanins qui réagissent et des phénoliques qui réagissent ou pas. Et ça nous permet de calibrer, de commencer l'année sur le bon pied et en général, tout s'enchaîne assez simplement. Très bien. Des questions. Bon, est-ce qu'il y a dans l'assistance des questions? Sinon, on va apporter une conclusion. Mathieu, je voudrais dire, partager un peu avec les personnes qu'il y a. Ce qui a été très, très intéressant, ce que j'ai fait avec tous les clients avec qui j'ai travaillé, c'est de leur faire le premier pas, c'est cette verticale, c'est la dégustation, comme dit Eric. Regardez déjà ce qui a été fait, prenez des vins, 10 vins, 8 vins, et prenez les échantillons, passez-le au test, et il faut s'asseoir avec l'œnologue et parler des vins. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Pourquoi ce vin est le favori? Et regardez s'il y a une corrélation ou pas. C'est un muscle qu'il faut entretenir, c'est un exercice qu'il faut faire. Et on arrive, tous les gens avec qui je travaille, tous les propriétaires avec qui je travaille, ils arrivent à comprendre ce qui se passe et ça les intéresse d'année en année de savoir comment est le fruit, comment sont les vins. Et on peut parler qualitativement. Est-ce qu'on est sur les vins qu'on recherche, qu'on veut faire? Est-ce qu'on peut se permettre de baisser certains ratios? Oui, non. Et ça ouvre vraiment la capacité d'avoir des très, très bonnes discussions et aussi d'avoir un effet, on a des bases et ça reste avec les propriétaires, c'est très, très important pour eux. C'est des datas qu'ils accumulent parce que tu parles de territoire, mais j'ai envie de parler de terroir.
chaque propriété a un terroir spécifique. Donc oui, ça fait partie du territoire, mais c'est la beauté, c'est que ça reste avec les propriétaires. C'est des données. Tu vas travailler sur les sols, on va travailler la viticulture, on va faire le winemaking, et ça, c'est vraiment particulier. Et on ne peut pas extrapoler d'un à l'autre. C'est chaque personne qui doit y croire et le faire. Et ça reste avec eux. Et c'est un outil qui est très, très bien pour un propriétaire. Moi, je vois, c'est énorme. On a accumulé énormément de données. Ça nous a permis de grandir et de maintenir la qualité. De passer de 2000 caisses à 25 000 caisses sans affecter la qualité, on utilisait toutes les barriques. On n'avait pas de paire, tu sais, en vin qui devait être bulké, pas bon, parce qu'on arrivait à maximiser tous nos terroirs, toute notre parcelle, et chaque parcelle était pilotée en fonction d'un résultat où on voulait aller dans ce vin ou dans ce vin ou dans ce vin. Donc, c'est quand même un outil très puissant quand bien utilisé et bien intégré dans un domaine viticole. Moi, j'ai une question. Bonjour, c'est Guillaume. Ouais, Chez un bonjour, certain Guillaume. nombre de, dans un certain nombre de domaines, on finit souvent les phases d'extraction sous-marc par remonter souvent un peu les lits pour prendre un peu de gras, etc. Est-ce que vous avez pu quantifier sur ce type de pratique très douce finalement de maintien sous-marc, quelle incidence ça pouvait avoir sur l'analytique des phénolix? Non, donc ça, j'ai pas mesuré. Je pense qu'il y avait un côté donc phénolique, mais il y a peut-être un côté polyphénol où on ne sait pas trop ce qu'on appelle nous le baby fat. Donc, qu'est-ce qui fait que certains vins ou certains millésimes sont un peu plus ronds, un peu plus sucrés? Ce que j'ai pu voir moi depuis 2008, c'était donc méthode bordelaise, méthode ce que j'appellerais Napa Valley. C'est comment obtenir ce milieu de bouche, donc ce ratio dont on parlait, 10%. Versus 7 ou 8. Donc, ce que je faisais en méthode bordelaise, c'est j'essayais de le faire arriver dans la cuve. Et là, on voit la couleur s'écroule. On est en mode alcoolique et on commence à sortir plus de tanin de pépins. Et si on pense à la grappe en se disant, toutes les baies ne sont pas de la même maturité, même si on a un trioptique, il y a toujours des baies qui sont moins mûres. Il y a toujours des baies qui sont surmûries qui passent. Donc, sur baies surmûries, on fait de la release de sucre. Des fois, on a vu ça. Donc un relargage de sucre. On fait des goûts qui sont surmûris, prunes, raisins, et ça, on le voyait. Et sur baies qui sont qu'on tournait la couleur, mais qui ne sont pas forcément mûres, des acides et des tanins un peu secs, un peu anguleux. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est en sortant plus vite, on avait un maximum de couleurs, on avait assez de tanins, on combinait en bois. Et ça aidait à ce côté crémeux parce qu'on combine. Donc, les tanins et les anthocyanes combinaient et on voit nos ratios qui montent et on atteint très vite 10, 11, 12%. Et ensuite, on se permet de lancer la malo. Donc, c'était un décalage de malo pour avoir un peu d'oxygène qui venait en bois à travers les pores sur un container qui est fini. Donc, c'était vraiment une sorte de micro-ox qui arrive naturellement dans les bois. Le vin se dégaze. Et on commence à travailler sur nos assemblages tanin, anthocyane, et on commence à travailler sur ce milieu de bouche et cette onctuosité qu'on cherchait, en fin de compte, avec méthode bordelaise, à le faire arriver en cuve. Ça arrivait, on en avait pris assez. Donc, je dis toujours, il y a the good, the bad, the ugly. Donc, pour moi, on prend le bon et on ne va pas chercher sur le mauvais et le lait qui arrive plus tard en mode alcoolique. Donc, c'est un peu comme ça que j'essaie d'expliquer nos méthodes d'extraction, si tu veux. Mais il y a un côté qui me manque, c'est polyphénol, sucrosité, baby fat. Ça, je ne sais pas ce que c'est encore. Très bien. Merci pour ces éléments. Merci infiniment, Benoît. Merci infiniment, Eric. On se rend compte aussi qu'en dépit du fait qu'on est en train de parler en ce moment de part et d'autre de la Terre, les problématiques d'extraction se rejoignent avec des paramètres qui sont les mêmes, les préoccupations sont les mêmes, les constats sont les mêmes, les produits, les terroirs, les cépages si, mais les terroirs ne sont pas nécessairement les mêmes. Mais en tout cas, l'œnologie se ressemble beaucoup et ces échanges sont extrêmement intéressants. Je tiens aussi à remercier tous les participants qui nous ont rejoints ce soir ici, en espérant avoir ouvert votre curiosité sur ces questions-là.
Nous sommes d'ores et déjà opérationnels pour réaliser les analyses et avec vous tous, on est tout à fait, comme je le disais tout à l'heure, impatients de pouvoir se plonger dans les résultats, dans les premières vignes en cours de maturation, dans les premières cuves en cours d'extraction et dans les premiers vins finis qui apporteront, on espère, beaucoup de satisfaction. Merci à tous. Au revoir et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Ciao, ciao.